Au petit matin, Montpellier semble figé dans une lumière pâle, presque indécise, comme si la ville elle-même hésitait à reprendre son souffle après les secousses de la veille. Dans un appartement encore plongé dans le silence, Charlotte se tient immobile, le regard perdu, incapable de trouver le moindre refuge dans les gestes mécaniques du quotidien. Chaque bruit, chaque vibration de son téléphone résonne comme une menace. Elle sait que cette journée ne lui appartient plus. Elle sait aussi qu'elle n'a plus la force de continuer à porter un mensonge qui l'écrase de l'intérieur depuis trop longtemps. C'est Aude qui frappe à la porte. Le ton est calme, presque doux, mais l'autorité est là, palpable. Charlotte n'oppose aucune résistance. Elle attrape son manteau comme on saisit une bouée avant de se jeter dans une eau glacée. Dans le couloir, ses pas sont hésitants, lourds d'une peur sourde qu'elle n'ose plus nommer. Elle a accepté de venir au commissariat, non pas parce qu'on l'y oblige, mais parce qu'au fond d'elle-même, quelque chose réclame enfin la vérité. Dans la voiture, le silence est pesant. Aude observe Charlotte du coin de l'œil, attentive aux moindres signes de panique. Elle devine la fragilité de la jeune femme, cette tension constante qui contracte ses épaules et trahit un combat intérieur déjà trop long. Charlotte fixe la vitre, regardant défiler les rues sans vraiment les voir. Chaque image lui rappelle à quel point elle s'est laissée enfermer dans une histoire qui n'était pas la sienne, manipulée par un homme qu'elle croyait aimer, et qui a peu à peu pris le contrôle de ses peurs. Pendant ce temps, au commissariat, Alex expose calmement la situation à Baker et à Picard. Sa voix est posée, presque clinique, mais son regard trahit l'ampleur du désastre qu'ils sont en train de démêler. Il explique comment tout a commencé par un malentendu, un détail insignifiant devenu le déclencheur d'une mécanique implacable. Sacha a cru être surveillé. Il a vu Manu dans la rue des Merles, persuadé que l'enquête sur la mort de son associé, Jules, était en train de reprendre. Or Manu ne le suivait pas. Il surveillait une receleuse. Une simple erreur d'interprétation, mais suffisante pour faire basculer toute une série d'événements. Alex insiste sur un point qui lui paraît désormais évident. Charlotte n'a pas agi de son propre chef. Elle a été instrumentalisée, utilisée comme un écran de fumée pour détourner l'attention de Manu et empêcher qu'il ne s'approche trop près de la vérité. Pour Alex, il ne s'agit plus seulement d'une affaire judiciaire, mais d'un engrenage psychologique redoutable, dans lequel une jeune femme vulnérable s'est retrouvée piégée. Baker écoute, les bras croisés, le visage fermé. Il connaît trop bien les dégâts que ce genre de manipulation peut provoquer, autant chez les victimes que dans les équipes qu'il dirige. Il finit par demander à parler seul à Alex. Une fois la porte refermée, le ton change. Baker va droit au but. Il évoque l'appel anonyme qui a permis de relancer l'enquête sur Sacha Kazan. Il n'est pas dupe. Il sait qu'Alex a cherché à protéger Manu, et il le lui dit sans détour. Il n'y a ni colère excessive ni menace ouverte, seulement cette lucidité brutale qui rappelle à Alex que, malgré leurs liens, la hiérarchie et la loi finissent toujours par reprendre leurs droits. Alex ne se défend pas vraiment. Il encaisse. Il sait qu'il a franchi une ligne, mais il sait aussi pourquoi il l'a fait. Parce qu'il était convaincu de l'innocence de Manu. Parce qu'il refusait de voir un collègue et un ami, broyés par une accusation construite sur un mensonge. Baker le fixe longuement, puis lâche une phrase sèche, presque lasse, qui sonne comme un avertissement autant que comme une reconnaissance tacite. Il a compris, mais il n'oubliera pas. Au même moment, Charlotte est conduite dans une salle d'interrogatoire. L'espace est froid, impersonnel, et accentue la sensation d'étouffement qui l'envahit. Sohan est là, en retrait, impuissant. Il voit sa fille s'asseoir, les mains tremblantes, et son cœur se serre. Il a l'impression d'assister à l'effondrement d'un édifice qu'il n'a jamais vraiment compris. Il aurait voulu la protéger, mais il réalise trop tard qu'il n'a pas vu les signes. Aude annonce alors une nouvelle qui fait vaciller Charlotte, Sacha a été arrêté. Les mots résonnent dans la pièce comme un coup de tonnerre. Charlotte blêmit. Une partie d'elle ressent un soulagement honteux, l'autre une peur viscérale. La police sait tout. Leur relation, la pression, les mensonges. Sohan observe sa fille, cherchant dans ses traits un reste de l'enfant qu'il connaissait, mais il ne voit qu'une jeune femme épuisée, prête à s'effondrer. Face à Alex et Aude, Charlotte finit par craquer. Les premières phrases sortent difficilement, comme arrachées à une gorge nouée par la honte. Puis les mots se précipitent, incontrôlables. Elle avoue. Elle reconnaît qu'elle a menti. Elle prononce enfin cette phrase qui change tout. Le capitaine Léonie ne l'a jamais agressée. En disant ces mots, elle a l'impression de se délester d'un poids immense, mais aussi de tomber dans un vide vertigineux. Elle raconte comment Sacha l'a manipulée, comment il a su jouer sur sa peur de l'abandon, sur son besoin désespéré d'être aimé. Elle explique qu'il lui a fait croire que l'accusation contre Manu était la seule solution pour le protéger, pour éviter qu'il ne soit arrêté pour fraude fiscale et condamné à plusieurs années de prison.
Elle évoque la drogue, les vidéos intimes, cette emprise progressive qui lui a brouillé l'esprit au point de ne plus distinguer le vrai du faux. Plus elle parle, plus elle prend conscience de la toxicité de cette relation, de la façon dont elle a été détruite de l'intérieur. Alex écoute sans l'interrompre. Il ressent une colère sourde contre Sacha, mais aussi une forme de tristesse face à la fragilité de Charlotte. Il sait que cette confession va tout bouleverser, mais il sait aussi qu'elle arrive trop tard pour effacer complètement les dégâts. Lorsque l'interrogatoire s'achève, Charlotte est autorisée à partir. Elle sort du commissariat, les jambes flageolantes, et s'effondre dans les bras de son père. Les larmes qu'elle retient depuis des jours jaillissent enfin. Elle murmure un simple mot, presque inaudible, « Pardon ». Sohan la serre contre lui, submergé par un mélange de soulagement et de culpabilité. Il se promet de parler à Marie-Sophie, convaincu qu'elle comprendra, qu'elle verra au-delà des erreurs pour reconnaître la souffrance de Charlotte. À quelques couloirs de là, Sacha est confronté à une réalité bien différente. Il nie tout en bloc. Oui, il admet avoir eu une relation avec Charlotte, mais il affirme qu'elle était consentante, qu'il n'y a jamais eu de chantage. Il la traite de déséquilibrée, refuse d'endosser la moindre responsabilité. Face aux accusations de fraude et de meurtre, il se mure dans un déni obstiné. La découverte d'un faux passeport lors de la perquisition vient pourtant alourdir son dossier. Lorsqu'il demande enfin à appeler son avocat, le ton d'eau est sans appel. Cette fois, les faits parlent d'eux-mêmes. Pendant ce temps, loin du commissariat, la vie continue, traversée par d'autres tensions, d'autres ambitions. Jérémy tente de se faire pardonner auprès de Janet, reconnaissant enfin la stratégie malsaine de Laurine, qui cherchait à atteindre Janet à travers lui. Janet est sidérée par l'ampleur de la manipulation. Jérémy, vidé, débarrasse son casier comme on ferme un chapitre douloureux. Catherine, de son côté, active ses réseaux. Elle appelle la directrice de l'hôpital pour appuyer la candidature de Laurine sur son nouveau sujet de thèse. Elle savoure chaque avancée comme une revanche personnelle. Plus tard, lorsque Clémence valide officiellement le projet en partenariat avec Elle Cosmétique, Catherine ouvre le champagne. Laurine se projette déjà dans l'avenir, imaginant la clinique Lumière dédiée à la chirurgie esthétique, comme une promesse de réussite éclatante. Mais toutes ces victoires paraissent dérisoires face à l'émotion qui submerge Manu lorsque Baker l'appelle. La voix de son supérieur est claire, sans détour, il est officiellement blanchi. Manu n'arrive pas à répondre tout de suite. Les larmes montent, incontrôlables. Il répète simplement que c'est terminé. Lorsqu'il raccroche, il s'effondre dans les bras d'Ève. Des semaines de soupçons, de regards lourds, de doutes viennent de s'évanouir, laissant place à un soulagement presque douloureux tant il est intense. À cet instant précis, dans le tumulte des révélations et des silences brisés, une page se tourne pour chacun d'eux. Mais rien n'est vraiment effacé. Les blessures restent, invisibles mais profondes, prêtes à ressurgir au moindre faux pas. Dans un si grand soleil, la vérité ne libère jamais complètement. Elle éclaire, elle apaise parfois, mais elle laisse toujours derrière elle l'ombre des choix passés. Dans les heures qui suivent, le commissariat semble fonctionner au ralenti, comme si chaque couloir portait encore l'écho des aveux de Charlotte. Les policiers poursuivent leur travail avec la même rigueur qu'à l'accoutumée, mais quelque chose a changé dans l'air. L'affaire qui menaçait de détruire une carrière, une réputation et des équilibres fragiles vient de basculer, laissant derrière elle un mélange de soulagement et d'amertume. Alex reste un moment seul dans son bureau, les mains posées à plat sur la table, le regard fixé sur un point invisible. Les paroles de Charlotte continuent de résonner en lui, mêlées à la colère froide qu'il ressent envers Sacha. Il repense à chaque détail, à chaque décision prise ces derniers jours, se demandant s'il aurait pu aller plus vite, voire plus clair. Il sait qu'il n'a pas seulement enquêté sur une affaire, il a traversé un champ de mine émotionnel où la manipulation s'est révélée plus destructrice que n'importe quelle arme. Aude, de son côté, classe les derniers éléments du dossier de Sacha avec une précision presque mécanique. Elle garde en mémoire le regard de Charlotte au moment de ses aveux, ce mélange de peur et de soulagement qui marque souvent les victimes lorsqu'elles cessent enfin de protéger leur bourreau. Pour Aude, cette affaire rappelle une vérité qu'elle connaît trop bien. Les crimes les plus insidieux sont parfois ceux qui laissent le moins de traces visibles. Dans une salle attenante, Baker relit les rapports, conscient que l'innocence de Manu est désormais établie, mais aussi que la confiance au sein de ses équipes a été mise à rude épreuve. Il sait que certains choix ont été discutables, que les frontières entre loyauté et procédure ont parfois vacillé. Pourtant, il refuse de réduire cette histoire à une simple faute professionnelle. Il y voit le symptôme d'un système humain, imparfait, où les liens personnels peuvent à la fois fragiliser et sauver. Pendant ce temps, Manu quitte le commissariat avec un pas hésitant, comme s'il craignait que la réalité ne se dérobe sous ses pieds.
La lumière du jour lui paraît presque trop vive après les semaines passées sous le poids du soupçon. Eve marche à ses côtés, silencieuse, attentive aux moindres signes de fragilité. Lorsqu'il arrive chez eux, Manu s'arrête un instant sur le seuil. Il respire profondément, cherchant à ancrer ce moment dans sa mémoire. Il est libre, mais il sait que la blessure laissée par l'accusation ne disparaîtra pas d'un simple coup de fil. À l'intérieur, Eve lui prend la main, sans dire un mot. Elle comprend que les larmes qu'il a versées ne sont pas seulement celles du soulagement, mais aussi celles d'un homme qui a douté de lui-même, qui s'est demandé s'il pourrait un jour redevenir celui qu'il était avant que tout ne s'effondre. Manu murmure que tout est terminé, mais sa voix trahit encore une fatigue profonde, comme si le combat venait seulement de s'achever. De son côté, Charlotte a retrouvé la maison familiale, mais le réconfort qu'elle espérait n'est pas immédiat. Elle s'assoit dans le salon, incapable de se détendre, les mains serrées autour d'un verre d'eau qu'elle ne boit pas. Sohan la regarde, partagée entre l'envie de poser 1000 questions et la peur de rouvrir des plaies encore à vif. Il choisit finalement le silence, convaincu que sa fille a besoin de temps pour se reconstruire. Charlotte repense à Sacha, à la façon dont il a progressivement pris le contrôle de ses pensées. Elle se souvient des moments où elle doutait, des rares instants où une petite voix intérieure lui soufflait que quelque chose n'allait pas. Elle n'a pas su l'écouter. Cette prise de conscience est douloureuse, presque humiliante, mais elle sait qu'elle est nécessaire. Pour la première fois depuis longtemps, elle envisage l'avenir sans lui, même si cette perspective lui fait encore peur. Au même moment, dans une cellule du commissariat, Sacha tourne en rond. Il refuse de s'asseoir, comme s'il craignait que le simple fait de se poser équivaille à reconnaître sa chute. Les accusations s'accumulent, les preuves s'empilent, mais il continue de nier, persuadé que tout cela n'est qu'un complot destiné à le faire tomber. Lorsqu'on lui rappelle la découverte du faux passeport, il balaie l'argument d'un revers de main, certain que son intelligence et son aplomb finiront par le sauver. Pourtant, derrière cette façade arrogante, une fissure commence à apparaître. Il se sent trahi par Charlotte, incapable d'admettre qu'elle ait pu se retourner contre lui. Dans son esprit, elle devient l'ennemie, celle qu'il a abandonnée au moment où il avait le plus besoin d'elle. Cette vision déformée lui permet de préserver l'image qu'il a de lui-même, au prix d'un isolement toujours plus profond. À l'extérieur, la vie sociale et professionnelle continue de suivre son cours, tissée de rivalité et d'ambition. Catherine savoure la réussite de Laurine avec une satisfaction non dissimulée. Pour elle, la validation de la thèse et le partenariat avec Elle Cosmétique représentent bien plus qu'un succès académique. C'est une revanche symbolique sur tous ceux qui ont douté de sa fille et de sa propre influence. Elle ouvre une bouteille de champagne, consciente que cette victoire, aussi éclatante soit-elle, s'inscrit dans une guerre de position bien plus vaste. Laurine, elle, se projette déjà dans l'avenir, persuadée que cette reconnaissance marque le début d'une ascension irrésistible. Elle ignore encore que chaque succès attire aussi son lot de jalousie et de pression, et que le monde dans lequel elle s'apprête à s'imposer ne pardonne aucune faiblesse. Son enthousiasme contraste avec les doutes de Clémence, qui, malgré sa décision, sent le poids des responsabilités peser sur ses épaules. Elisabeth observe tout cela à distance, sceptique. Elle confie à Alain qu'elle ne croit pas Clémence assez solide pour diriger un service aussi exigeant. À ses yeux, la fragilité est un défaut rédhibitoire dans un univers où seuls les plus résistants survivent. Alain l'écoute, préoccupé par d'autres choses, notamment la santé du directeur informatique, dont l'atout persistante l'inquiète de plus en plus. Ces détails, en apparence anodins, viennent rappeler que même les plus puissants restent vulnérables. Dans un autre coin de la ville, Jérémy quitte définitivement son poste. Il range ses affaires, conscient que ses erreurs ont laissé des traces profondes. Son échange avec Janet l'a confronté à une réalité qu'il ne peut plus ignorer. Il s'est laissé manipuler, entraînant avec lui des conséquences qu'il n'avait pas mesurées. Janet, encore sous le choc, tente de comprendre comment Laurine a pu aller aussi loin, utilisant les sentiments des autres comme des leviers pour atteindre ses objectifs. Le soir tombe lentement sur Montpellier, enveloppant la ville d'une atmosphère lourde, presque introspective. Chacun, à sa manière, fait le bilan de cette journée éprouvante. Manu s'endort difficilement, hanté par les images des interrogatoires et des regards suspicieux. Charlotte reste éveillée, consciente que ses aveux n'effacent ni la honte ni la douleur, mais qu'ils constituent le premier pas vers une forme de réparation. Alex, enfin, quitte le commissariat tard dans la nuit. Il marche seul, laissant le silence apaiser peu à peu la tension accumulée. Il sait que cette affaire laissera des traces durables, autant chez ceux qu'elle a détruits que chez ceux qu'elle a sauvés. La vérité a éclaté, mais elle n'a pas apporté la paix espérée. Elle a simplement révélé la complexité des liens humains, et la fragilité des certitudes sur lesquelles chacun construit sa vie.
La nuit n'a pas vraiment apporté le repos espéré. Au lever du jour, Montpellier se réveille avec cette impression étrange que quelque chose d'irréversible s'est produit, sans que la ville puisse encore en mesurer toutes les conséquences. Les rues reprennent leur agitation ordinaire, mais derrière les façades familières, les esprits restent marqués par les aveux, les silences et les fractures de la veille. Manu ouvre les yeux bien avant le réveil. Il reste allongé, immobile, écoutant la respiration régulière d'Ève à ses côtés. Le mot « blanchi » continue de résonner dans sa tête, comme une promesse encore fragile. Il sait que la décision officielle ne suffira pas à effacer les regards qu'il a croisés, les doutes qu'il a sentis s'insinuer même chez ceux qu'il croyait inébranlables. Pourtant, une chose a changé. Pour la première fois depuis longtemps, il n'a plus besoin de se défendre. Il n'a plus besoin de prouver. Lorsqu'il se lève, Ève l'observe en silence. Elle reconnaît dans ses gestes cette prudence nouvelle, presque méfiante, qui trahit un homme ayant traversé une tempête. Elle lui prépare un café, attentive à ne pas rompre cet équilibre précaire. Manu la remercie d'un regard, conscient que son soutien a été l'un des rares repères solides au milieu du chaos. Il lui confie, d'une voix encore voilée, qu'il se sent vidé, comme si toute l'énergie accumulée pour résister s'était dissipée d'un coup. Ève comprend. Elle sait que la reconstruction commence souvent par cette fatigue profonde. Au commissariat, la machine administrative reprend ses droits. Les dossiers s'empilent, les procédures suivent leur cours, mais l'affaire Sacha laisse une empreinte particulière. Baker convoque ses équipes, non pour distribuer des reproches, mais pour poser des mots sur ce qui s'est joué. Il insiste sur la nécessité de tirer des leçons, de rester vigilant face aux manipulations qui ne prennent pas toujours la forme attendue. Son discours est ferme, mais teinté d'une lucidité presque amère. Il sait que la frontière entre intuition et excès de confiance est parfois mince. Alex écoute, concentré. Il sent encore le poids de ses choix, de cet appel anonyme qui a relancé l'enquête. Même s'il est convaincu d'avoir agi pour une juste cause, il ne peut s'empêcher de s'interroger sur les conséquences à long terme. Il se demande si la fin justifie toujours les moyens, et à quel prix. Ces questions, il les garde pour lui, conscient qu'elles font désormais partie de son propre cheminement. Aude, quant à elle, poursuit le travail de fond. Elle relit les témoignages, recoupe les éléments, prépare la suite judiciaire avec une rigueur implacable. Elle sait que le dossier contre Sacha ne repose plus uniquement sur la parole de Charlotte, mais sur un faisceau de preuves qui dessine un portrait accablant. Pourtant, elle ne peut s'empêcher de penser à la jeune femme, à ce qu'elle devra affronter une fois la tempête médiatique et judiciaire retombée. Pour Aude, la justice ne se limite pas à une condamnation, elle inclut aussi la question de la réparation, souvent laissée en suspens. Chez Sohan, l'atmosphère est lourde. Charlotte a passé la nuit à errer entre sa chambre et le salon, incapable de trouver le sommeil. Le matin venu, elle paraît encore plus fragile, comme si les aveux avaient ouvert une brèche qu'elle ne sait pas refermer. Sohan tente d'engager la conversation, mais les mots lui manquent. Il réalise à quel point il est difficile d'aider quelqu'un sans savoir exactement de quoi il a besoin. Il finit par lui dire qu'il est fier d'elle, non pas pour ce qu'elle a fait, mais pour le courage qu'il a fallu pour dire la vérité. Charlotte baisse les yeux, émue, mais incapable de répondre. Elle repense à chaque étape de sa relation avec Sacha, cherchant les moments précis où tout aurait pu basculer autrement. Elle se souvient de la première fois où il a inversé les rôles, transformant ses doutes en preuves de faiblesse, ses hésitations en trahison potentielle. Elle comprend désormais que cette mécanique était savamment orchestrée. Cette prise de conscience la soulage autant qu'elle la terrifie, car elle l'oblige à accepter sa propre vulnérabilité. Sacha, lui, s'enferme dans un silence hostile. Les heures passent dans la cellule, rythmées par les allées et venues des policiers. Il refuse de manger, refuse de s'asseoir, comme si cette obstination pouvait encore lui donner l'illusion du contrôle. Lorsqu'il pense à Charlotte, la colère prend le dessus. Il se persuade qu'elle a tout inventé pour se protéger, incapable d'assumer ses propres choix. Cette réécriture des faits devient son ultime refuge, la seule façon pour lui de supporter l'effondrement de son monde. Dans un registre totalement différent, Catherine multiplie les appels et les rendez-vous. Le succès de Laurine lui redonne une énergie qu'elle croyait perdue. Elle savoure chaque félicitation, chaque signe de reconnaissance, convaincue que cette réussite efface bien des humiliations passées. Pourtant, au fond d'elle, une inquiétude persiste. Elle sait que la réussite attire les convoitises et que Laurine, portée par son ambition, pourrait se brûler les ailes. Mais elle choisit de taire ses doutes, préférant célébrer le présent. Laurine, de son côté, avance avec assurance. Elle parle déjà de projets, de perspectives à long terme, persuadée que le partenariat validé n'est qu'un début. Elle ne perçoit pas encore les tensions qu'elle suscite, ni les regards critiques qui se posent sur elle. Pour l'instant, elle se nourrit de cette reconnaissance nouvelle, sans imaginer qu'elle pourrait un jour se retourner contre elle.
À l'hôpital, Clémence tente de garder le cap. La validation de la thèse de Laurine est une décision réfléchie, mais elle sent peser sur elle le jugement d'Elisabeth, ce regard sévère qui doute de sa capacité à tenir un rôle de chef de service. Clémence fait bonne figure, mais la fatigue commence à se faire sentir. Elle sait que la moindre erreur pourrait être exploitée, et cette pression constante l'oblige à puiser dans des ressources qu'elle ne sait pas infinies. En fin de journée, Manu retourne au commissariat pour quelques formalités. Il croise des collègues qui l'accueillent avec des sourires gênés, parfois maladroits. Il comprend que chacun tente à sa manière de réparer ce qui a été brisé. Il accepte ces gestes sans rancune, conscient que la méfiance n'était pas toujours malveillante, mais souvent le reflet d'une situation trouble. Sur le chemin du retour, il s'arrête un instant, observant la ville qui s'étend devant lui. Il réalise que, même blanchi, il ne sera plus jamais tout à fait le même. Cette affaire a laissé une trace indélébile, une lucidité nouvelle sur la fragilité des réputations et la violence des soupçons. Mais elle lui a aussi rappelé la valeur de ceux qui ont cru en lui, envers et contre tout. La soirée s'installe lentement, enveloppant chaque personnage dans ses propres réflexions. Charlotte regarde par la fenêtre, consciente que son avenir reste incertain, mais décidée à ne plus fuir. Sacha s'enferme un peu plus dans son déni. Manu, lui, tente de retrouver un équilibre, fragile mais possible. Et autour d'eux, les intrigues secondaires poursuivent leur cours, prêtes à s'entrecroiser à nouveau, car rien, dans cette ville, ne reste jamais isolé bien longtemps. Le temps semble s'étirer, comme si chaque personnage devait désormais apprendre à vivre avec ce qui a été révélé. Les vérités mises à nu ne se referment pas d'un claquement de doigts. Elles s'installent, s'infiltrent dans les pensées, modifient les regards et les gestes les plus anodins. Charlotte passe la matinée enfermée dans sa chambre, incapable de se confronter au monde extérieur. Les murs lui paraissent à la fois protecteurs et oppressants. Elle repense au regard croisé au commissariat, à la manière dont sa voix a tremblé lorsqu'elle a prononcé les mots décisifs. Dire la vérité lui a donné une forme de liberté, mais cette liberté a un goût amer. Elle comprend qu'elle devra désormais affronter le jugement des autres, mais aussi le sien. Chaque souvenir de Sacha revient par vagues, accompagné d'une honte sourde qu'elle tente de repousser sans toujours y parvenir. Sohan, de son côté, téléphone longuement à Marie-Sophie. Il lui parle avec prudence, choisissant ses mots pour ne pas trahir la fragilité de Charlotte. Il insiste sur la manipulation, sur l'emprise, sur la peur qui a guidé les choix de sa fille. Il espère qu'elle saura entendre au-delà du scandale, qu'elle verra la souffrance derrière les actes. Lorsqu'il raccroche, il reste un moment immobile, conscient que cette conversation n'effacera pas tout, mais qu'elle marque un premier pas vers une forme de réparation familiale. Au commissariat, l'affaire Sacha entre dans une phase plus froide, plus procédurale. Les auditions se succèdent, les éléments matériels prennent le pas sur les émotions. Aude mène les interrogatoires avec une précision implacable, consciente que chaque détail compte désormais. Elle observe Sacha avec attention, notant la rigidité de son discours, l'absence totale de remise en question. Plus elle l'écoute, plus elle perçoit cette fuite en avant qui le pousse à nier l'évidence, convaincue que reconnaître une seule faute équivaudrait à s'effondrer complètement. Sacha, lui, se sent encerclé. Les murs de la salle d'interrogatoire lui paraissent se resserrer, mais il refuse de le montrer. Il s'accroche à une version des faits qui le place en victime d'un complot, persuadé que la justice finira par reconnaître son intelligence et sa supériorité. Lorsqu'on évoque à nouveau le faux passeport, son regard se durcit. Il comprend que cette preuve complique sérieusement sa défense, mais il persiste à croire qu'il trouvera une issue. Cette obstination devient presque pathologique, un mécanisme de survie qui l'éloigne un peu plus de la réalité. Manu, pendant ce temps, tente de reprendre une vie normale. Il retourne sur le terrain, retrouve les gestes du métier, mais chaque intervention lui rappelle la fragilité de sa position. Il sent encore parfois le poids du doute dans certains regards, même lorsqu'on le félicite. Il sait que la confiance se reconstruit lentement, et qu'elle ne revient jamais exactement sous la même forme. Pourtant, il refuse de se laisser envahir par l'amertume. Il se concentre sur le présent, sur ce qu'il peut encore contrôler. Ève l'observe avec une attention presque inquiète. Elle perçoit les moments où son compagnon s'éloigne, perdu dans ses pensées. Elle sait qu'il se bat contre une colère sourde, dirigée autant contre Sacha que contre le système qui a permis qu'il soit soupçonné si facilement. Elle l'encourage à parler, mais elle comprend aussi que certaines blessures ont besoin de silence pour cicatriser. À l'hôpital, l'atmosphère est tendue. La validation du projet de Laurine a provoqué des réactions contrastées. Certains collègues de Clémence la soutiennent, convaincus qu'elle a fait le bon choix. D'autres murmurent, remettant en question sa capacité à gérer une telle responsabilité. Clémence ressent ces tensions comme une pression constante.
Elle se montre irréprochable, mais cette exigence permanente commence à l'épuiser. Elle se demande parfois si elle n'a pas accepté trop de poids sur ses épaules, sans s'en rendre compte. Laureen, quant à elle, savoure son succès avec une assurance presque provocante. Elle parle de son avenir avec enthousiasme, persuadée que tout lui est désormais possible. Pourtant, cette confiance attire autant l'admiration que la méfiance. Certains voient en elle une jeune femme brillante, d'autres une manipulatrice prête à tout pour parvenir à ses fins. Laureen feint d'ignorer ces murmures, mais ils finissent par l'atteindre plus qu'elle ne veut l'admettre. Catherine continue de célébrer la réussite de sa fille, mais son regard devient plus attentif. Elle observe les réactions autour d'elle, consciente que chaque victoire peut déclencher de nouvelles hostilités. Elle sait trop bien comment fonctionne ce milieu pour se laisser griser totalement. Derrière son sourire triomphant, elle prépare déjà la suite, prête à défendre Laureen contre toute attaque. Elisabeth, elle, ne cache pas son scepticisme. Elle commente avec Alain la fragilité de Clémence, doutant qu'elle puisse tenir sur la durée. Pour Elisabeth, le pouvoir ne tolère aucune hésitation. Elle voit dans cette situation une faiblesse potentielle à exploiter, sans toutefois dévoiler ouvertement ses intentions. Alain l'écoute, partagé entre ses inquiétudes médicales et ses jeux d'influence qui l'agacent autant qu'ils l'intriguent. La journée s'achève sur un sentiment d'instabilité généralisée. Chacun avance, mais sur un terrain devenu incertain. Charlotte tente de se reconstruire, Sacha s'enfonce dans le déni, Manu cherche à retrouver un équilibre, tandis que les intrigues professionnelles et personnelles continuent de s'entrelacer. Rien n'est véritablement réglé, tout semble simplement suspendu, en attente d'un nouveau basculement. Les jours qui suivent donnent l'impression d'un calme trompeur, comme une accalmie fragile avant que les conséquences réelles ne se manifestent pleinement. Chacun avance, mais avec cette sensation persistante de marcher sur un sol fissuré, prêt à céder au moindre faux pas. Charlotte commence à sortir de sa chambre, timidement. Elle s'installe parfois dans le salon, parfois sur le balcon, observant la rue sans vraiment y participer. Les regards croisés avec les voisins lui semblent lourds de sous-entendus, même lorsqu'ils ne sont que polis. Elle ne sait plus distinguer ce qui relève de sa peur et ce qui relève réellement du jugement des autres. Cette confusion l'épuise davantage que les nuits sans sommeil. Pourtant, malgré cette angoisse diffuse, elle sent aussi naître une détermination nouvelle. Elle ne veut plus être réduite au rôle de victime silencieuse. Sohan l'encourage doucement à consulter, à se faire accompagner. Il ne force rien, conscient que toute pression pourrait être contre-productive. Il lui parle de l'avenir, de la possibilité de se reconstruire loin de l'ombre de Sacha. Charlotte l'écoute, sans toujours répondre, mais ses silences sont moins fermés qu'avant. Elle commence à admettre que demander de l'aide n'est pas un aveu de faiblesse, mais une nécessité. Au commissariat, l'enquête autour de Sacha se durcit. Les éléments financiers prennent une place centrale. Flux suspect, incohérences comptables, montage complexe destiné à masquer la fraude. Les enquêteurs découvrent peu à peu l'ampleur du système mis en place, et cette révélation rend le portrait de Sacha encore plus sombre. Il n'est plus seulement question d'une manipulation affective, mais d'un homme habitué à contourner les règles, persuadé d'être intouchable. Face à ces nouvelles charges, Sacha reste inflexible. Lors des interrogatoires, son discours devient répétitif, presque mécanique. Il répète qu'il est victime d'un acharnement, que tout repose sur des interprétations biaisées. Cette attitude commence à l'isoler, même parmi ceux qui pourraient encore envisager une défense nuancée. Son refus obstiné d'admettre la moindre responsabilité transforme chaque échange en un dialogue de sourds. Aude observe cette évolution avec un mélange de fermeté et de lassitude. Elle sait que la justice avancera, avec ou sans aveu. Elle sent aussi que le dossier Sacha dépasse désormais le simple cadre de l'affaire initiale. Il révèle une personnalité profondément ancrée dans le déni, incapable de reconnaître les dégâts causés autour d'elle. Cette certitude renforce sa détermination à aller jusqu'au bout, sans se laisser distraire par les tentatives de diversion. Manu, de son côté, reprend peu à peu ses marques. Il accepte de retourner sur des dossiers sensibles, prouvant par son professionnalisme qu'il mérite la confiance qu'on lui accorde à nouveau. Pourtant, certains réflexes demeurent. Il analyse plus longtemps les situations, se montre plus prudent dans ses échanges. L'épreuve qu'il a traversée a laissé une trace durable, une méfiance diffuse envers les certitudes trop rapides. Ève remarque ces changements. Elle voit son compagnon se transformer, gagner en profondeur autant qu'en gravité. Leur relation, éprouvée par les semaines de tension, en sort renforcée, mais différemment. Ils parlent davantage de ce qu'ils ressentent, conscients que le silence peut parfois être aussi destructeur qu'un mensonge. Manu lui confie qu'il redoute le jour où tout cela ressurgira, lorsqu'il faudra témoigner, revivre les accusations, entendre à nouveau son nom associé à une affaire qu'il a presque brisée.
Eve l'écoute, sans minimiser cette peur, convaincue que la lucidité est leur meilleure arme. À l'hôpital, la situation autour de Clémence devient plus délicate. Les critiques se font plus insistantes, plus structurées. Certains collègues remettent en cause ses décisions, non pas ouvertement, mais par des remarques insidieuses, des doutes exprimés à demi-mot. Clémence tente de rester concentrée sur son travail, mais elle sent la fatigue s'accumuler. Elle sait qu'Elisabeth observe, guettant le moindre signe de faiblesse. Laurine, toujours portée par son succès, ne perçoit pas immédiatement la tension qu'elle suscite. Elle parle de projets à long terme, se voit déjà au centre d'un dispositif prestigieux. Catherine la soutient sans réserve, mais commence à lui rappeler que la réussite exige aussi de la prudence. Laurine acquiesce, sans vraiment intégrer cet avertissement. Son assurance, presque insolente, la protège encore, mais Catherine presse que cette posture pourrait bientôt se retourner contre elle. Dans ce jeu d'influence, Elisabeth affine sa stratégie. Elle ne se précipite pas, consciente que le temps joue souvent en faveur de ceux qui savent attendre. Elle évoque à nouveau avec Alain ses doutes sur Clémence, laissant entendre que certaines responsabilités pourraient être réévaluées à l'avenir. Alain, préoccupé par ses propres inquiétudes médicales et humaines, commence à percevoir ces manœuvres comme un fardeau supplémentaire. Il se demande jusqu'où ces rivalités peuvent aller sans tout emporter sur leur passage. En fin de journée, chacun se retrouve face à ses propres pensées. Charlotte écrit quelques lignes dans un carnet, comme pour fixer ce qu'elle ressent avant que cela ne s'échappe. Sacha s'enferme un peu plus dans son isolement. Manu rentre chez lui avec une lassitude mêlée de détermination. Autour d'eux, la ville continue de vivre, indifférente en apparence, mais traversée de tensions prêtes à ressurgir à tout moment. À mesure que les jours passent, les certitudes apparentes se fissurent, révélant des failles plus profondes que prévues. Rien ne se résout vraiment, tout se transforme, lentement, souvent douloureusement. Chacun avance avec ce sentiment diffus que l'équilibre retrouvé n'est qu'une illusion fragile. Charlotte accepte enfin de sortir seule. Le simple fait de franchir la porte lui demande un effort considérable. Chaque pas dans la rue réveille une inquiétude sourde, comme si le monde extérieur était devenu un territoire hostile. Pourtant, au fil des minutes, une autre sensation émerge, celle de reprendre possession de son corps, de son espace, de son rythme. Elle marche longtemps, sans but précis, laissant ses pensées se dérouler librement. Elle comprend que sa reconstruction passera par ces moments ordinaires, presque banals, où elle se confronte à elle-même sans intermédiaire. Sohan l'observe revenir, un peu moins tendue, un peu plus présente. Il ne pose pas de questions inutiles. Il sait que le chemin sera long et qu'il ne pourra pas la parcourir à sa place. Il se contente d'être là, disponible, conscient que cette présence silencieuse est parfois plus précieuse que n'importe quel conseil. Pour lui, cette épreuve a aussi été une révélation, celle de sa propre cécité, de son incapacité à voir la détresse de sa fille quand elle se jouait juste sous ses yeux. Au commissariat, l'affaire Sacha entre dans une phase décisive. Les éléments financiers s'accumulent, dessinant un schéma de fraude plus vaste que prévu. Les enquêteurs parlent désormais d'un système structuré, pensé pour durer. Cette découverte change la perception du dossier. Sacha n'apparaît plus comme un homme acculé ayant commis des erreurs par panique, mais comme quelqu'un qui a bâti son quotidien sur le mensonge et la dissimulation. Cette image renforce la gravité des faits qui lui sont reprochés. Sacha, confronté à ces nouvelles révélations, se montre de plus en plus agressif. Son ton devient cassant, ses réponses plus courtes, parfois méprisantes. Il accuse la police de s'acharner, de vouloir faire de lui un exemple. Cette posture de défi masque mal une angoisse grandissante. Derrière ses certitudes affichées, il sent que le contrôle lui échappe. Mais reconnaître cette perte serait admettre sa chute, ce qu'il refuse catégoriquement. Aude garde la tête froide. Elle sait que ses réactions sont révélatrices. Elle perçoit dans cette agressivité une peur qu'il ne parvient plus à contenir. Chaque interrogatoire devient une épreuve de patience, mais aussi une confirmation supplémentaire. Sacha n'est pas prêt à coopérer, et la procédure devra aller jusqu'à son terme sans son concours. Cette certitude la conforte dans son rôle, même si elle sait que le procès à venir sera éprouvant pour toutes les parties. Manu, lui, se prépare à témoigner. Cette perspective ravive des souvenirs qu'il croyait enfouis. Il repense aux heures passées à se justifier, aux doutes qu'il a vus dans les yeux de certains collègues, au silence pesant qui en disait long. Il comprend que revenir sur ces moments sera douloureux, mais il refuse désormais de les fuir. Pour lui, affronter cette étape est une manière de reprendre définitivement le contrôle de son histoire. Ève l'accompagne dans cette préparation, attentive à ne pas minimiser ce qu'il ressent. Elle sait que la colère pourrait refaire surface, tout comme la peur. Elle l'encourage à exprimer ce qu'il a longtemps gardé pour lui, convaincu que la parole est la seule façon d'éviter que ses émotions ne s'enveniment.
Leur relation se nourrit de cette honnêteté nouvelle, plus mature, plus consciente des fragilités de chacun. À l'hôpital, Clémence commence à montrer des signes de fatigue plus visibles. Les nuits sont courtes, les journées longues, et la pression constante pèse sur ses épaules. Elle s'efforce de rester professionnelle, mais elle sent parfois ses forces vaciller. Les doutes d'Elisabeth continuent de circuler, alimentant un climat de suspicion qui rend chaque décision plus lourde à porter. Clémence se demande jusqu'où elle pourra tenir sans soutien réel. Laurine, de son côté, perçoit enfin les premières résistances. Certaines portes s'ouvrent moins facilement qu'elle l'imaginait, certains échanges deviennent plus froids. Elle commence à comprendre que la reconnaissance s'accompagne toujours d'exigences accrues. Cette prise de conscience la déstabilise, mais elle refuse de ralentir. Elle se persuade que l'assurance est la seule réponse possible face à l'adversité, quitte à masquer ses propres incertitudes. Catherine observe ces évolutions avec une attention redoublée. Elle sent que la situation se complexifie et que la réussite de Laurine attire désormais des regards moins bienveillants. Elle se prépare à intervenir si nécessaire, consciente que le moindre faux pas pourrait être exploité. Cette vigilance permanente l'épuise, mais elle n'en laisse rien paraître, fidèle à son habitude de tout contrôler. Elisabeth, quant à elle, affine son jugement. Elle ne se contente plus de douter, elle anticipe. Elle imagine déjà les scénarios possibles, les opportunités à saisir si Clémence venait à faiblir. Pour elle, ces jeux d'influence sont une seconde nature, un terrain familier où seul compte la capacité à rester debout quand les autres vacillent. La soirée tombe, enveloppant la ville d'un calme trompeur. Charlotte écrit à nouveau, cette fois avec moins de tremblement. Manu regarde les lumières s'allumer, pensif. Sacha tourne en rond dans sa cellule, plus isolé que jamais. Chacun sent confusément que les événements à venir seront déterminants, et que les masques tomberont encore. Le temps finit toujours par imposer sa loi. Après l'onde de choc, après la colère, après le déni, vient ce moment particulier où chacun doit faire face aux conséquences, sans plus pouvoir se cacher derrière l'urgence ou le tumulte. À Montpellier, la vie semble reprendre son cours, mais pour ceux qui ont été au cœur de la tempête, rien n'est plus tout à fait pareil. Charlotte se tient devant le miroir, un matin, et peine à reconnaître son propre regard. Il n'y a plus cette peur constante, mais quelque chose de plus trouble, plus profond, la conscience de ce qu'elle a traversé. Elle sait qu'elle portera longtemps la trace de cette manipulation, non comme une honte, mais comme une cicatrice. Elle commence à accepter l'idée que sa parole, aussi douloureuse soit-elle, a permis de réparer une injustice. Cette pensée ne l'apaise pas totalement, mais elle lui donne un point d'ancrage, une raison d'avancer sans se retourner. Sohan l'accompagne dans ses premiers pas vers une forme de reconstruction. Il ne cherche plus à comprendre chaque détail, ni à expliquer l'inexplicable. Il accepte simplement d'être présent, convaincu que la confiance devra se rebâtir dans la durée, à travers des gestes simples et une écoute sans jugement. Pour lui, cette épreuve restera celle d'un père confronté à ses propres limites, mais aussi à la force inattendue de sa fille. Au commissariat, le dossier Sacha est désormais solidement constitué. Les éléments financiers, le faux passeport, les témoignages concordants dessinent une trajectoire sans issue. Aude sent que l'enquête touche à son terme, même si elle sait que le procès sera une nouvelle épreuve, plus longue, plus exposée. Elle garde néanmoins la conviction d'avoir mené ce dossier avec la rigueur nécessaire, sans céder à l'émotion. Pour elle, rendre justice signifie aussi accepter que certaines vérités n'apportent pas de soulagement immédiat. Sacha, lui, se retrouve face à un mur qu'il ne peut plus ignorer. Son déni, longtemps protecteur, devient une prison. Isolé, confronté aux preuves, il continue de clamer son innocence, mais sa voix sonne creux. Il comprend confusément que le pouvoir qu'il exerçait autrefois sur les autres s'est retourné contre lui. Cette chute brutale laisse apparaître un homme incapable d'assumer ses actes, préférant se retrancher derrière une version des faits qui ne convainc plus personne. Manu franchit une étape décisive lorsqu'il réalise que l'affaire est véritablement derrière lui. Le mot « blanchi » prend enfin tout son sens. Il se rend compte que, malgré les blessures, il n'a pas perdu l'essentiel, sa droiture, son engagement, et le soutien de ceux qui comptent. Lorsqu'il repense aux semaines d'angoisse, il ressent encore une amertume tenace, mais aussi une forme de fierté silencieuse. Il a tenu bon, sans trahir ce qu'il est. Ève reste à ses côtés, consciente que la reconstruction ne se fera pas en un jour. Leur relation sort transformée de cette épreuve, plus solide, mais aussi plus lucide. Ils savent désormais que la confiance peut vaciller, mais qu'elle se renforce lorsqu'elle est confrontée à la vérité. Manu ne pleure plus de soulagement. Il avance avec une détermination nouvelle, prêt à reprendre sa place sans oublier ce qu'il a traversé. Dans les sphères professionnelles, les lignes continuent de bouger. Laurine célèbre officiellement la validation de sa thèse, portée par l'enthousiasme et l'ambition.
Catherine débouche le champagne avec un sourire triomphant, savourant cette victoire comme une revanche personnelle. Pourtant, derrière cette euphorie, une tension persiste. Les regards se font plus exigeants, les attentes plus lourdes. Laurine commence à comprendre que le succès attire autant de défis que d'admirateurs. Clémence, quant à elle, ressent le poids de chaque décision. La reconnaissance accordée à Laurine l'expose davantage, renforçant les critiques et les doutes autour de sa légitimité. Elle tient bon, malgré la fatigue, consciente que céder serait offrir raison à ceux qui l'attendent au tournant. Le jugement d'Elisabeth continue de planer comme une ombre, rappelant que le pouvoir n'accorde jamais de répit. Elisabeth observe, calcule, anticipe. Elle voit dans cette situation un révélateur de fragilité qu'elle n'hésitera pas à exploiter si l'occasion se présente. Pour elle, la chute ou la réussite des autres ne sont jamais que des variables dans une équation plus vaste. Alain, plus inquiet, se demande parfois jusqu'où ces jeux d'influence peuvent aller sans tout détruire sur leur passage. Lorsque la nuit tombe sur Montpellier, chacun se retrouve face à ses pensées. Charlotte écrit une dernière page dans son carnet, décidée à tourner le chapitre sans l'arracher. Manu regarde la ville s'illuminer, conscient que sa vie reprend, différente mais intacte dans l'essentiel. Sacha demeure enfermé, prisonnier de ses propres mensonges. Et autour d'eux, dans un si grand soleil, la vérité a frappé fort, laissant derrière elle des existences ébranlées, mais aussi la possibilité, fragile et incertaine, d'un nouveau départ.